Chers étudiants, bonjour. Bienvenue dans cette unité d'enseignement intégré 2, consacrée dans sa plus grande partie à la neurologie. La neurologie est une spécialité à part entière. Cette discipline complexe nécessite une connaissance approfondie en anatomie pour ainsi comprendre les différentes lésions possibles. Elle permet à chaque fois de poser un diagnostic topographique et de là un diagnostic étiologique orienté. Nous allons voir ensemble aujourd'hui une partie de cette discipline qui va s'intéresser aux nerfs crâniens. Nous allons alors, avant de rentrer dans le détail, nous fixer quelques objectifs. À la fin de ce cours, vous devez savoir classer les nerfs crâniens selon leurs propriétés, les examiner, et à partir de cet examen, vous allez pouvoir identifier les différentes anomalies pouvant toucher ces nerfs. Le corps humain possède 12 paires crâniennes qui sont classées selon les chiffres romains de 1 à 12. Le nerf numéro 1, c'est l'olfactif. Le 2, c'est l'optique. Le 3, l'oculomoteur. Le 4, le pathétique. Le 5, le trijumeau. Le 6, le moteur oculaire externe. Le 7, le facial. Le 8, le nerf vestibulo-cochléaire. Le 9, le glossopharyngien. Le 10, c'est le nerf vague. Le 11, c'est le nerf spinal. Et enfin, le 12, c'est le grand hypoglosse. Dans certaines classifications, vous allez voir que 3 nerfs sont regroupés dans l'oculomotricité. Il s'agit de l'oculomoteur, le 3, du pathétique, le 4, et enfin du moteur oculaire externe, le 6. Il est certes important de connaître par cœur les différents nerfs crâniens, mais aussi de savoir classer ces nerfs en fonction de leurs propriétés. Il existe des nerfs purement sensitifs, des nerfs purement moteurs, et enfin des nerfs qui ont les deux propriétés à la fois, c'est-à-dire une propriété mixte sensitivo-motrice. Pour ce qui est des nerfs sensitifs, on en a 3. Le nerf olfactif, l'optique et le vestibulo-cochléaire. Alors ces nerfs sensitifs ont la propriété de transmettre l'information, donc la sensibilité, le sens ou la sensation. Les nerfs moteurs, il en a 4, le pathétique, le moteur oculaire externe, le spinal et le grand hypoglosse. Ces nerfs, ils ont une propriété unique, c'est celui de faire bouger ou de mouvoir les muscles correspondants. Enfin, la troisième classe, c'est les nerfs mixtes qui ont la propriété sensitivo-motrice. Il s'agit du glossopharyngien, du vague et du spinal. Un petit rappel anatomique sur cette coupe de la base du crâne, vous observez que la majorité des nerfs crâniens, du 3 au 12, possèdent un noyau situé au niveau du tronc cérébral, bulbe et protubérance. À partir de ces noyaux, les fibres nerveuses vont traverser les différentes structures anatomiques du crâne et aller innerver les territoires correspondants. Les seuls nerfs qui n'ont pas de noyau au niveau du tronc cérébral, c'est bien le nerf olfactif et le nerf optique, qui vont partir directement des aires corticales de l'olfaction et de la vision. Sur cette autre plaque de rappel anatomique sont détaillés les différents territoires innervés par les nerfs crâniens, de l'olfaction jusqu'au nerf hypoglosse. Je vous laisse le soin d'analyser ces détails et de revoir vos cours d'anatomie. Nous allons maintenant voir sur le plan clinique comment tester et examiner les différents nerfs crâniens. Nous commençons par le premier, le nerf olfactif. L'olfaction, son exploration se fait chez un patient yeux fermés, narine par narine, c'est-à-dire on va demander au patient de boucher une narine et on va exposer à la narine non bouchée différentes odeurs caractéristiques, comme par exemple celle du café, du tabac, un parfum, de l'ail, etc. Il faut éviter de présenter des odeurs irritatives, comme par exemple celle de l'ammoniac ou de la soude. Et à chaque fois qu'on présente une odeur, on demande au patient qu'est-ce qu'il ressent. Si maintenant il va vous dire qu'il y a une diminution de l'odeur, c'est une hyposmie. Si par contre il va signaler une perte totale de l'odorat, c'est une anosmie. Alors les pathologies responsables de
troubles de l'olfaction sont multiples. Il peut s'agir d'affections inflammatoires, d'affections tumorales ou bien de traumatismes ou de pathologies rares comme les malformations congénitales. Pour comprendre ces différentes pathologies ou étiologies pouvant altérer la fonction de l'olfaction, il faut se référer à l'anatomie. L'olfaction ne peut se faire que grâce à l'intégrité de toutes les structures responsables de l'olfaction. La première structure, c'est l'épithélium sensoriel, l'épithélium olfactif situé qui tapisse les fosses nasales. Cet épithélium donc va recevoir l'information ou va recevoir l'odorat. Cet odorat va être transformé en influx nerveux par un neurone. Ce neurone va acheminer l'information et va le transmettre au deuxième neurone au niveau du bulbe olfactif, et le deuxième neurone va ainsi transmettre l'information qui va être traitée au niveau des centres olfactifs corticaux. Quand il y a une perturbation à n'importe quel territoire de cet appareil olfactif, ceci peut entraîner une ou un trouble de l'olfaction. Au niveau des fosses nasales, toute inflammation du tissu ou de l'épithélium olfactif, une inflammation aiguë, par exemple une sinusite aiguë ou chronique, une infection Covid peut altérer l'odorat et entraîner soit une hyposmie ou une anosmie. Une perte des sécrétions au niveau nasal, comme par exemple dans le syndrome de Sjögren, peut également altérer la fonction olfactive. Autre pathologie possible, c'est les pathologies tumorales, bénignes ou malignes, qui peuvent se situer au niveau de la sphère ORL ou au niveau cérébral. Et rarement, on peut avoir des pathologies comme traumatiques, un traumatisme crânien ou des pathologies malformatives, notamment chez l'enfant. Nous passons maintenant au deuxième nerf, le nerf optique, ou le 2. Ce nerf est responsable d'un sens extraordinaire, celui de la vision. Et cette vision ne peut se faire que grâce à l'intégrité de l'appareil visuel qui est constitué de 3 parties essentielles. La première partie, c'est le centre de réception, c'est la rétine qui va donc réceptionner la lumière des objets. Le deuxième élément, c'est les voies de conduction, c'est le nerf optique. Et le troisième élément, c'est le centre de traitement ou l'aire corticale occipital. Ainsi, la lumière des objets, une fois réceptionnée sur la rétine, elle va être transformée en influx nerveux. Cet influx nerveux va être acheminé par les fibres nerveuses du nerf optique vers le centre de traitement de l'image, qui est le centre ou l'aire corticale occipitale. Ainsi, par l'intégrité de cet appareil visuel, on peut avoir une vision directe des objets, mais également une vision à 180 degrés, c'est-à-dire tous les objets situés dans le champ ou ce champ visuel vont être visionnés. Sur le plan clinique, comment va-t-on explorer cette vision ou l'intégrité du nerf optique? C'est par l'étude de l'acuité visuelle et du champ visuel. L'acuité visuelle est en fait la propriété de discerner les objets. Son examen se fait grâce à l'échelle de Monod. Vous voyez ici sur la photo. Sur l'échelle de Monod, on inscrit des lettres avec différentes polices, parfois des objets. La différence entre chaque ligne correspond à 1/10 de vision. Le patient va se situer à 5 mètres de cette échelle et à chaque fois, on va lui demander de préciser quelle lettre il va voir. L'exploration de la vision également se fait par l'étude du champ visuel. Alors, de façon générale, il existe 2 méthodes cliniques pour l'exploration du champ visuel. La première méthode qui va étudier donc l'ensemble de ce champ visuel. On demande du patient de fixer le nez de l'examinateur. Ce dernier va placer ses index latéralement un peu en avant du plan des yeux du malade et on demande au patient de saisir le doigt une fois perçu dans son champ visuel. La deuxième méthode, l'examinateur va se placer derrière le patient. On demande au patient de fixer un point face à lui et l'examinateur va introduire ses 2 mains dans le champ visuel du patient et
une fois la main de l'examinateur perçue par le patient dans son champ visuel, il va l'attraper. Ce champ visuel, on peut l'étudier également grâce à un appareillage par l'ophtalmologiste. Troisième élément qui permet d'évaluer la fonction du nerf optique, c'est l'étude du fond d'œil qui se fait par l'ophtalmoscope, également par un appareillage disponible chez l'ophtalmologiste. L'exploration de la fonction du nerf optique va aboutir à deux situations. Soit elle est normale, soit il existe des anomalies. Les différentes anomalies qu'on peut constater, c'est d'abord une diminution de l'acuité visuelle. Dans ce cas, on va parler d'amblyopie. Il peut s'agir parfois d'une perte complète de la vision, c'est une amorose. La présence d'une lacune, c'est-à-dire un défect au niveau du champ visuel central, s'appelle scotome. Parfois, on peut avoir également un déficit bilatéral d'une partie des champs visuels. Ceci est appelé hémianopsie. Alors, pour comprendre ces différentes lésions, notamment les hémianopsies, on doit se référer à l'anatomie de l'appareil visuel. Sur ce schéma, vous avez donc les éléments qu'on a vus de l'appareil visuel, donc la réception de l'image, c'est la rétine, la voie de conduction, c'est les nerfs optiques, et ensuite le centre de traitement, c'est les aires corticales occipitales. Au niveau de la rétine, il existe donc deux parties, il y a la rétine temporale et la rétine nasale, qui vont donc réceptionner la lumière des objets. Une fois réceptionnée, l'information est transformée en influx nerveux qui va donc être acheminé par les fibres nerveuses du nerf optique directement vers les centres de traitement. Ces fibres nerveuses vont croiser au niveau du chiasme. Et quand vous voyez cette anatomie de l'appareil visuel, vous pouvez imaginer les différentes lésions possibles sur n'importe quelle partie de cet appareil, soit avant la décussation, ou bien au niveau de la décussation, ou bien encore après la décussation au niveau du chiasme. Par exemple, si vous avez une anomalie qui se situe sur la position 1, donc il y a une rupture des fibres nerveuses, ici, automatiquement, vous allez avoir une cécité de tout l'œil gauche. Par contre, si vous avez une anomalie au niveau du chiasma, ceci va entraîner une hémianopsie bitemporale, c'est-à-dire une amputation d'un champ visuel de façon bilatérale. Et enfin, on peut avoir une lésion après ou derrière ou en arrière du chiasma, par exemple en position 3, là vous allez avoir une hémianopsie latérale homonyme. Je vous laisse cette plaque pour l'étudier de façon approfondie et comprendre ainsi toutes les conséquences possibles des perturbations qui peuvent se situer à n'importe quel niveau des structures de l'appareil visuel. Après le nerf optique, voici maintenant l'E3 ou l'oculomoteur. Sur cette plaque, vous avez un rappel anatomique du nerf oculomoteur. Le noyau se situe au niveau du tronc cérébral. Ce nerf oculomoteur a plusieurs branches qui vont aller innerver les différents muscles de l'œil. Les muscles de l'œil humain, il en existe 6, 4 droits et 2 obliques. Pour ce qui est du muscle droit supérieur, il est responsable du mouvement vers le haut. Le muscle droit inférieur, c'est un mouvement vers le bas. Le muscle droit externe, il est responsable du mouvement vers l'extérieur. Et le muscle droit interne, il est responsable du mouvement vers l'intérieur. Pour ce qui est du muscle oblique supérieur, celui-ci est responsable du mouvement vers le bas et l'extérieur. Le muscle oblique inférieur, il est responsable du mouvement vers le haut et l'extérieur.
L'étude de la motilité oculaire se fait généralement en un seul temps. Celle-ci permet d'apprécier les différents nerfs moteurs de l'œil, à savoir le 3, ou moteur oculaire commun, le 4 ou pathétique, et le 6, le moteur oculaire externe. Le 3, c'est un nerf moteur qui innerve les principaux muscles de l'œil, à l'exception du grand oblique et du droit externe, mais il innerve également le petit oblique, le constricteur de l'iris grâce à ses branches parasympathiques et innerve également le releveur de la paupière. Donc, s'il y a atteinte du nerf moteur oculaire commun, ceci va se traduire soit par un strabisme externe, c'est-à-dire l'œil va être dévié vers l'extérieur, un ptosis, parce qu'il y a une atteinte du releveur de la paupière, donc il y a une chute de la paupière supérieure, une diplopie, c'est le regard où c'est une vision double, enfin une mydriase aréactive, puisqu'il y a une atteinte du constricteur de l'iris, donc la pupille va être dilatée. Le deuxième nerf moteur de l'œil, le pathétique, lui, il est responsable de l'innervation du grand oblique. L'atteinte de ce nerf va se traduire par une dysfonction du muscle grand oblique et donc va se manifester par la présence d'une diplopie dans le regard vers le bas. Le patient, une fois qu'il baisse l'œil vers le bas, il va voir les objets en double. Le dernier muscle moteur de l'œil, c'est le 6, ou le moteur oculaire externe. Il innerve le muscle droit externe. L'atteinte de ce nerf va se traduire par une dysfonction du muscle correspondant et se manifester par un strabisme interne et une diplopie horizontale. Enfin, à retenir, un syndrome très connu, le syndrome de Claude Bernard-Horner, par atteinte des nerfs sympathiques ou des branches sympathiques. Ce syndrome va se manifester par un ptosis, donc une chute de la paupière supérieure, souvent modérée, par une hénophtalmie, donc une réduction de la fente palpébrale, et enfin, le dernier symptôme ou signe, c'est un myosis, c'est-à-dire une constriction de la pupille. On passe maintenant au cinquième nerf crânien, le trijumeau. C'est un nerf mixte, donc il a une double fonction, une fonction sensitive et une fonction motrice. Le trijumeau sensitif, il est subdivisé en 3 petites branches. Il y a la première branche ophtalmique, qui est responsable de l'innervation de cette partie de la face, donc le nez et le front. La deuxième branche, c'est le maxillaire supérieur, qui est responsable de l'innervation de la lèvre supérieure et toute cette partie de la face. Et enfin, la dernière branche, qui est responsable de l'innervation du maxillaire inférieur. C'est ce que vous voyez ici sur ce schéma, donc la lèvre inférieure et toute cette partie est innervée grâce à la branche maxillaire inférieure du trijumeau. Mais le trijumeau sensitif innerve également les 2 tiers antérieurs de la langue et aussi la gencive, les gencives supérieures et la partie interne de la joue. La deuxième composante du nerf trijumeau, c'est une composante motrice, c'est le nerf trijumeau moteur. Ce dernier, il innerve les muscles masticateurs, c'est-à-dire responsables de la mastication. Ces muscles sont composés du muscle temporal, du muscle ptérygoïdien et en dernier le muscle masséter. L'intégrité du trijumeau est appréciée par l'étude de sa fonction motrice et de sa fonction sensitive. Alors, pour étudier cliniquement le 5 moteur, qui est responsable de l'innervation des muscles masticateurs, il suffit de demander au patient de serrer les dents contre un abaisse-langue. L'examinateur va tirer ainsi l'abaisse-langue et apprécier la force musculaire de ces muscles masticateurs. S'il existe une paralysie, donc l'abaisse-langue va être retirée de façon très simple du côté paralysé. Alors, pour ce qui est de l'étude de la portion sensitive,
elle va se faire selon le territoire de chaque branche, par l'étude de la sensibilité superficielle, donc douloureuse, thermique et tactile. Pour la branche ophtalmique, on va étudier la sensibilité au niveau du front, de la paupière supérieure, de la tempe et de la cornée aussi. Pour le maxillaire supérieur, c'est l'étude de la sensibilité au niveau de l'aile du nez, de la lèvre supérieure, gencive supérieure et des pommettes. Enfin, pour la sensibilité de la branche maxillaire inférieure, celle-ci va être étudiée sur la lèvre inférieure, les gencives inférieures et le maxillaire inférieur. Alors, un exemple d'anomalie qui peut concerner le nerf trijumeau, c'est la névralgie essentielle du trijumeau. C'est quoi cette névralgie essentielle du trijumeau? Ce sont des crises douloureuses ou salves douloureuses, très brèves, répétées dans le temps, avec une sensation d'éclair, insupportable pour le patient. Ces crises douloureuses sont souvent séparées entre elles par quelques secondes. La durée complète de la crise, elle est variable d'un sujet à un autre, un quart d'heure pour certains, voire plusieurs heures pour d'autres. Une particularité symbiologique, c'est que souvent ces crises douloureuses sont déclenchées par l'attouchement d'une zone limitée du trijumeau qu'on appelle la zone d'Hachette. Nous arrivons maintenant au septième nerf crânien, le nerf facial. C'est un nerf mixte, donc il a une propriété sensitive et une propriété motrice. Un rappel anatomique, sur cette plaque, vous voyez bien le noyau du nerf facial qui est situé au niveau du tronc cérébral. À partir de ce noyau naissent deux racines. Une racine motrice, c'est le 7 proprement dit, qui est responsable de l'innervation des muscles d'expression, des muscles faciaux d'expression, et une branche sensitivo-sensorielle qui est responsable de l'innervation des principales glandes lacrymales et salivaires. Comment explorer le nerf facial? L'objectif, c'est de rechercher une asymétrie du visage au repos, lors d'une mimique normale et sur ordre, par l'utilisation de certaines manœuvres. Par exemple, demander au patient de froncer, de hausser les sourcils, froncer le nez, fermer les paupières jusqu'à masquer les cils, gonfler les joues, siffler ou souffler. Alors, ces manœuvres permettent d'aggraver ou d'accentuer cette paralysie de la face qui va se manifester par un effacement des rides frontaux, un effacement du pli nasogénien, une déviation de la bouche du côté sain. La paralysie faciale, elle peut être périphérique ou centrale. Sur le plan sémiologique, un signe clinique permettant de faire différencier ces deux types de paralysie, c'est le signe de Charles-Bell. C'est quoi ce signe de Charles-Bell? C'est en fait une impossibilité de fermer l'œil du côté paralysé avec un mouvement du globe oculaire en haut et en dehors. Nous continuons toujours dans l'exploration du nerf facial et nous allons voir maintenant comment explorer sa branche sensitive, appelée intermédiaire de Vrisberg. L'exploration de cette branche sensitive se fait par l'étude de la sensibilité et l'étude de la fonction sécrétoire. D'abord, l'étude de la sensibilité des deux tiers antérieurs de la langue. Comment? En mettant sur cette partie de la langue un aliment acide, amer, sucré ou salé. La sensibilité de la zone de Ramsay qui correspond au conduit auditif externe et au pavillon de l'oreille par l'étude de la sensibilité thermo-algésique. Et enfin, l'étude de la fonction sécrétoire des glandes lacrymales qui, encore une fois pour rappeler, est innervée par les branches parasympathiques de cette branche sensitive du nerf facial. L'existence d'une anomalie va être rapportée par le patient sous forme d'une perte du goût, ça s'appelle agusie, une diminution de la sensibilité, que ce soit au niveau de conduit auditif externe ou au niveau du pavillon de l'oreille, c'est une hypoesthésie, une perturbation de la fonction sécrétoire, donc celle des glandes lacrymales, par hypercialurie.
La huitième paire crânienne est en fait constituée de deux nerfs, le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire. D'ailleurs, certains le nomment le nerf vestibulo-cochléaire. Le nerf cochléaire est le nerf de l'audition. Il naît au niveau de la cochlée. Ensuite, il va rejoindre le tronc cérébral en passant par le conduit auditif interne et en pénétrant dans la protubérance. Cette audition, comme vous le savez, commence par l'influx auditifs qui sont transmis par l'oreille externe, le tympan et les osselets. Cet influx auditif est transformé en influx nerveux qui va être acheminé par le nerf cochléaire vers les centres de l'audition. Quant au nerf vestibulaire, ce dernier, il naît au niveau du labyrinthe qui constitue avec le nerf et les récepteurs vestibulaires l'appareil vestibulaire. Cet appareil vestibulaire est sensible à la position et aussi au mouvement. Lui aussi, il va gagner le tronc cérébral en passant par l'angle ponto-cérébelleux. Nous allons voir maintenant comment explorer ce nerf cochléo-vestibulaire. Cette exploration passe par celle du nerf cochléaire responsable de l'audition et le nerf vestibulaire responsable du maintien de l'équilibre. Pour ce dernier, il suffit de demander au patient de maintenir une station debout, d'abord les yeux ouverts, ensuite les yeux fermés, de lui demander également de marcher. À travers ces deux épreuves, vous allez noter la présence ou l'absence de troubles de l'équilibre. On peut avoir, en cas de trouble du nerf vestibulaire, des vertiges chez le patient ou un nystagmus. En tout cas, vous allez avoir un cours détaillé sur les troubles de l'équilibre où on va vous expliquer toutes les perturbations en rapport avec le syndrome vestibulaire. Quant à l'exploration du nerf cochléaire, donc de l'acuité auditive, celle-ci se fait par l'épreuve de la voix chuchotée ou par le frottement du pouce contre l'index, mais également par l'épreuve du diapason. Le diapason, c'est cet outil que vous voyez sur la photo. Ça permet d'avoir des vibrations avec des fréquences variables. Quand il y a une atteinte du nerf cochléaire, ceci se manifeste soit par la présence d'acouphènes, qui sont des bruits surajoutés, des bruits gênants, parasites, sous forme de bourdonnement, de grésillement, etc. On peut avoir également une diminution de l'acuité auditive, il s'agit d'une hypoacousie, et enfin on peut avoir une perte de l'audition par surdité donc de perception ou par surdité de transmission. Pour faire la différence entre la surdité de perception et la surdité de transmission, on peut s'aider cliniquement par l'épreuve du diapason en utilisant deux techniques bien connues que sont l'épreuve de Rhine ou l'épreuve de Weber. Ces deux techniques permettent de faire la différence entre une surdité de perception et une surdité de transmission. Le test de Rhine, lui, il compare la durée de la perception du son en conduction aérienne par rapport à la conduction osseuse. Comment est faite cette technique? On va tout simplement placer le pied du diapason sur l'os mastoïde, donc derrière l'oreille, et on demandera à la personne quand est-ce qu'elle n'entendra plus de vibrations. Ensuite, on placera ce diapason face à l'oreille. Si la personne va entendre encore les vibrations par l'oreille, ça veut dire que la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse. Dans ce cas-là, il s'agit d'une surdité de perception. Par contre, si la conduction osseuse est plus importante que la conduction aérienne, il s'agit d'une surdité de transmission. Quant à l'épreuve de Weber ou test de Weber, là, on va placer le pied du diapason sur le vertex ou le franc et on va rechercher une latéralisation du son. Le son est latéralisé du côté de l'oreille la moins sourde. Ça sera dans le cas d'une surdité de perception. Par contre, si le son est latéralisé
du côté de l'oreille la plus sourde, là il s'agira d'une surdité de transmission. Le 9e nerf crânien, c'est le glossopharyngien, c'est un nerf mixte, donc avec une composante sensitive et une composante motrice. Ce nerf glossopharyngien, il naît de la face antérieure du bulbe. Il a une branche sensitive responsable de l'innervation du tiers postérieur de la langue, des amygdales, de l'oropharynx, de la face inférieure du voile du palais et de la luette. Par ses branches parasympathiques ou fibres parasympathiques, il innerve aussi les glandes parotides. Quant à sa branche motrice, elle est responsable de l'innervation des muscles stylopharyngiens. Le glossopharyngien est également responsable de la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue. L'exploration du glossopharyngien se fait conjointement avec l'exploration du nerf vague. Comment on va explorer ces deux nerfs à la fois? C'est en demandant au patient de faire une contraction du voile du palais et de la paroi postérieure du pharynx. Rechercher les réflexes du voile, le réflexe nauséo par l'attouchement et la paroi postérieure du pharynx. On va également tester la sensibilité du tiers postérieur de la langue, c'est-à-dire présenter un aliment acide, amer, sucré ou salé. Quand il y a une perturbation de ces deux nerfs, on va trouver soit une disparition du goût au niveau de ce tiers postérieur de la langue, ceci signifie qu'il y a une atteinte du glossopharyngien, ou bien une hypoesthésie de l'amygdale, du voile, du palais et du pharynx. On peut également retrouver une gêne à la déglutition, une abolition unilatérale du réflexe nauséeux. Un autre nerf mixte très important, le 10, ou le vague ou le pneumogastrique, c'est un nerf très important. Pourquoi? Parce qu'il innerve plusieurs organes internes. Sa naissance se fait au niveau du tronc cérébral, plus exactement au niveau du bulbe. Il permet l'innervation du pharynx, du larynx. Il a une branche au niveau de la carotide, l'innervation des poumons, du cœur, du foie, de la rate, de l'estomac, des reins, du côlon dans sa portion proximale et également de l'intestin grêle. L'exploration du nerf vague ou pneumogastrique, on l'a vu tout à l'heure, elle se fait conjointement avec le nerf ou le glossopharyngien. Nous arrivons maintenant au 11e nerf crânien, c'est le spinal, ou plus connu également sous le terme du nerf accessoire. C'est un nerf exclusivement moteur. Il prend naissance au niveau du rachis cervical. Le nerf monte ensuite à travers la moelle épinière pour sortir du crâne à travers le trou déchiré postérieur et aller ainsi innerver le muscle sternocléidomastoïdien et la partie supérieure du trapèze. Comment explorer le nerf spinal? En demandant au patient de hausser les épaules et en faisant des mouvements de rotation contrariés de la tête, du côté gauche, ensuite du côté droit. S'il existe une atteinte de ce nerf, ceci va se manifester par une paralysie du sternocléidomastoïdien, donc il y a une impossibilité de rotation de la tête, et aussi une paralysie du trapèze, donc une difficulté à hausser l'épaule. Nous arrivons maintenant à la fin de cette série de nerfs crâniens, le 12e nerf crânien, connu sous le terme du grand hypoglosse, ou tout simplement le nerf hypoglosse. Le noyau de ce nerf hypoglosse est situé au niveau du tronc cérébral, plus exactement au niveau du bulbe. Il va sortir du crâne à travers le canal hypoglosse ou le canal condylien pour aller innerver de façon exclusive les muscles moteurs de la langue. L'exploration du grand hypoglosse est très simple. C'est un nerf moteur,
C'est un nerf qui innerve de façon exclusive les muscles de la langue. Donc, on va s'intéresser à cette dernière en regardant son aspect au repos et aussi en demandant au patient de faire des mouvements de sa langue, par exemple sortir la langue, essuyer la lèvre supérieure par sa langue, etc. Et on va voir s'il existe une atteinte de ce nerf hypoglosse. Si c'est le cas, vous allez constater une déviation de la langue vers le côté paralysie et aussi un aspect aminci du némilangue. Nous arrivons à la fin de ce cours. Je vais vous laisser quelques images à interpréter. Vous pouvez vous aider par toutes les plaques qu'on a vues tout à l'heure pour poser à la fin un diagnostic topographique des différentes lésions que je vais vous montrer sur ces images. Alors, chez ce patient, quel est le nerf qu'on essaie d'explorer? La même chose, chez cet autre patient, quel examen est en train de faire le médecin et qu'est-ce qu'il essaye d'explorer? Ce patient présente une atteinte oculaire, définissez-la, et quel est le nerf responsable de cette atteinte? C'est le même patient que vous avez vu tout à l'heure. Quelle est l'anomalie que présente ce patient? C'est une vue rapprochée de son œil. Et cette anomalie, elle fait partie de quelle atteinte neurologique? Toujours le même patient et la même lésion. Un autre patient qui présente une atteinte oculaire, définissez-la et dites-moi quel est le nerf responsable de cette atteinte oculaire. Quelle est l'atteinte chez ce patient? Quel signe clinique présente ce patient? Et ça permet de diagnostiquer quelle affection. Quelle manœuvre ce patient utilise? Qu'est-ce que vous constatez chez ce patient? Quel est le nerf atteint chez lui? Sur ces photos, quelles sont les anomalies que vous constatez? Et ces anomalies correspondent à quel nerf atteint? Dites-moi comment on appelle cet instrument et quelle est l'épreuve utilisée chez ce patient. Quelle est l'épreuve qu'on utilise chez ce patient? Comment on appelle cette épreuve? La même chose, qu'est-ce qu'on essaie d'explorer chez ce patient? Qu'est-ce qu'on explore chez ce patient? La même question. Voici enfin un tableau récapitulatif de tous les nerfs crâniens avec leurs propriétés sensitives, motrices ou bien sensitivo-motrices. Je vous laisse le soin de revoir le tableau. Je vous dis merci de votre attention et j'espère que c'était clair. Je vous donne rendez-vous au prochain cours. Au revoir.